Providence. Providence qui ce soir se consacre une quatrième et dernière fois au grand écrivain roussillonnais catalan Ludovic Massé. Quatrième et dernier volet de cette série de 4 émissions. Et pour inviter ce soir en exclusivité les 2 éditeurs qui nous permettent de redécouvrir notamment Ludovic Massé aujourd'hui, à savoir Paul Tchaïkovski-Laurence pour les éditions Paul et Le Vin Pur, et de l'autre côté Xavier Dartuy, les éditions du Chien-Dent, La Terre du Liège. Ainsi, la vie coulait au Verdé dans une grande exaltation de solidarité, de travail et d'amour. Des petits matins où on entamait la lutte jusqu'au soir où commençait la vie de famille, ces beaux soirs pleins de leur voix, de leur rire et de leurs projets, ces soirs émouvants comme des pauses avant l'assaut nouveau, ces soirs colorés et frémissants, mais parfois aussi recueillis, comme des bivouacs dans l'interminable épopée humaine. C'était une existence à grand galop, à rênes tendues, à jarrets ivres qu'ils menaient tous. Le bonheur que d'autres cherchaient dans les voyages, les aventures, le luxe, toutes les poursuites d'une félicité jamais atteinte, ils le touchaient à chaque instant, rien qu'en portant la main à un verre, rien qu'en se regardant. Ainsi écrit Ludovic Massé au travers d'un bref passage extrait de ce roman Le Vin Pur. Le Vin Pur, à propos duquel Claude Delmas, autre écrivain catalan, dans la préface de cet ouvrage, souligne chez Ludovic Massé dans son écriture le mot juste, technique, la description la plus concise. Un personnage, écrit-il, est d'abord la silhouette précise que celui-ci donne à voir en traversant les rues d'une ville ou un champ. Et puis à mes côtés, un éditeur qu'on qualifie de parisien, Paul Tchaïkovski-Laurence, qui est l'un des 2 éditeurs à nous permettre de redécouvrir aujourd'hui Ludovic Massé au travers, donc, en ce qui vous concerne, Paul du Vin Pur. Alors vous dirigez les éditions Paul, j'ai ouï dire que vous alliez au rythme de 15 éditions par an, vous touchiez divers registres qui vont du document à la poésie en passant par le roman, etc. Et que par ailleurs vous éditiez des gens comme Marc Cholodenko notamment. Alors j'aurais voulu en quelques mots que vous nous situiez un peu votre démarche entre justement cette démarche qui va de Marc Cholodenko, qui est le seul signifiant que je possède, à Ludovic Massé. Oui, écoutez, moi je pars du principe que publiant de la littérature, je veux publier toute la littérature, partant aussi de l'idée que la littérature est unique, qu'elle ne se divise pas en littérature de recherche, par exemple, et littérature de tradition, même s'il s'agit là de classifications commodes qui permettent de tenir des exposés, des discours. Je pars de l'idée que la littérature est une, et j'ajouterais presque indivisible, et que donc, à côté d'expériences nouvelles, de recherche, de tâtonnements, de réussites modernes, il convient de continuer à montrer que des œuvres du passé sont toujours actuelles et toujours vivantes. Et ce qui m'a plu dans Le Vin Pur, ce qui m'a plu dans l'œuvre de Ludovic Massé, c'est ce registre de littérature dite populaire qui est en même temps respectueux du public, qui donne de la littérature à lire, même si c'est de la littérature qui raconte des histoires extrêmement vivantes, extrêmement rebondissantes. Ce sont des démarches qui n'ont rien à envier, c'est une démarche qui n'a rien à envier à d'autres recherches, à d'autres types de littérature poétique ou romanesque actuelle.
Est-ce que vous pourriez nous évoquer un peu la petite histoire qui vous a amené jusqu'à cet ouvrage Le vin pur? L'histoire est relativement simple et c'est une belle histoire puisqu'elle est amicale. Je publie depuis plusieurs années un écrivain de la région, enfin qui en tout cas est natif de Perpignan ou de la région, qui est Claude Delmas. Et Claude Delmas a une grande passion pour Ludovic Massé, une passion qu'il m'a fait partager, c'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir Ludovic Massé à l'occasion notamment des rééditions entreprises par Xavier Dartuy avec le Mas des Oubeilles. Et Claude Delmas m'a mis en contact avec le fils de Ludovic Massé, Claude Massé. J'ai lu les livres peu à peu, et les uns après les autres, et j'ai voulu commencer par Le vin pur, qui est un livre, un roman qui m'a particulièrement séduit. Puis alors, on enchaîne justement avec Le vin pur, puisque dernièrement, des critiques parisiens ne se sont pas gênés du tout, et j'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez, pour faire un parallèle entre Ludovic Massé, son œuvre, et des noms tels que de Faulkner, Steinbeck, Erskine Caldwell, grand écrivain de la littérature américaine. Oui, écoutez, moi je pense qu'effectivement Ludovic Massé est un écrivain important, et je pense qu'il est tout à fait légitime d'évoquer d'autres grands noms de la littérature à son sujet, des noms de la littérature dont les œuvres manifestent une présence de la terre, une présence des racines qui n'a rien à envier à celle qu'on trouve chez Ludovic Massé. Moi, ça ne me choque pas, je trouve ça très bien, et je trouve très bien qu'on rétablisse un auteur dans sa famille, dans sa constellation. Par ailleurs, également, toujours à ce même sujet, la photo d'Henri Fonda, je suppose qu'elle est extraite des Raisins de la colère, pour illustrer le parallèle entre le héros du vin pur et donc le héros de cet ouvrage de Steinbeck, le héros du vin pur qui est, si ma mémoire est bonne, Jeantet Paric. Jeantet Paric. Oui, il y a en effet un parallèle aussi à établir entre le personnage des Raisins de la colère, c'est-à-dire Henri Fonda, le personnage du roman, et l'acteur qu'il a représenté dans le film de John Ford, je crois. Oui. C'est une même... le contexte est différent. On se situe, pour ce qui concerne les Raisins de la colère, dans la Grande Dépression économique américaine. Et là, au contraire, on assiste dans Le vin pur, en tout cas la majeure partie du livre, à non pas l'ascension sociale, mais à l'accession à la liberté individuelle d'un enfant pauvre qui devient vigneron. Et je dirais que Le vin pur se termine au moment où commencent les Raisins de la colère, c'est-à-dire au moment où la crise viticole plonge tous ces gens qui se sont peu à peu, la crise de 1907 et des années précédant 1907, tous ces gens qui se sont peu à peu sortis de leur misère par leur travail et par l'apprentissage de leur liberté, se trouvent confrontés à des problèmes économiques tels que on peut penser que la situation va ressembler à celle des Raisins de la colère. Et toujours à propos du vin pur, j'ai lu de la plume de Michel Gazier que Ludovic Massé, au travers du vin pur, écrivait-elle, rejoignait la tragédie antique au travers de cet ouvrage. Oui, bien dans son article de Télérama, Michel Gazier était très enthousiaste. C'est une grande admiratrice de Ludovic Massé, et je crois qu'on peut parler, en effet, on peut évoquer la tragédie antique dans la mesure où il semble que pèse sur les personnages du vin pur ce qu'on pourrait appeler la force du destin, ou le poids du destin. Ces personnages, donc comme je le disais, et spécialement Jeantet Paric, accèdent peu à peu à la liberté, à une sorte de statut digne et humain, et des événements extérieurs qui peuvent être donc les événements du destin
provoqués par les dieux de la tragédie antique, vont remettre tout en cause. Et pour conclure, toujours à propos de cet article, Michel Gazier a insisté beaucoup sur le talent de coloriste de Ludovic Massé, en insistant beaucoup sur les rouges. Oui, alors ça c'est vrai que moi-même d'ailleurs, je crois que chacun a comme cela des points de fixation dans un livre, et je n'avais pas remarqué les rouges, je les ai remarqués ensuite, et c'est vrai, mais je crois que une des choses qui rendent ce livre si beau et si fort, c'est le talent descriptif de Ludovic Massé. Ce n'est un secret pour personne que Ludovic Massé a commencé sa carrière comme instituteur. Et il y a, dans Le Vin pur, et dans tous les livres de Ludovic Massé d'ailleurs, une sorte de bonheur d'expression qui évoque ces merveilleuses dictées que l'on faisait autrefois en école primaire. Je ne sais pas ce que c'est maintenant, mais tout le monde a le souvenir de ces dictées très fleuries et très belles. De textes. Bon, il se trouve que là, c'est étendu sur un livre et que ça n'est pas, je le précise, un pinceau ou une corvée que de se trouver confronté à cette espèce de splendeur de langue qui est en effet une langue extrêmement colorée, extrêmement détaillée, extrêmement précise tout à la fois, et qui est capable d'emportement aussi dans les passages tragiques, et il y en a dans ce livre, qui est capable d'emportement tout à fait étonnant. Eh bien, merci Paul Oczakowski-Laurence, à la tête des éditions Paul, qui réédite aujourd'hui Le Vin pur de Ludovic Massé. Cette fois à mes côtés, Xavier Dartuy, à la tête des éditions du Chien d'An, pour le deuxième ouvrage réédité aujourd'hui de Ludovic Massé, à savoir La terre du liège. Alors, une première question, Xavier Dartuy. C'est à propos d'un article que vous avez écrit dans la revue Conflans sur Ludovic Massé. Un article, ma foi, très dense, et je m'arrêterai sur certains passages, avec votre permission. Vous l'avez ? Très bien, merci. Tout d'abord, alors, vous dites, à propos de Ludovic Massé et de son œuvre, que la nature à la fois rejoint l'œuvre, et que c'est l'œuvre qui a taillé la nature, et vous faites un rapprochement d'ordre et de désordre entre les mots et la nature elle-même, l'environnement, dirons-nous. Est-ce que vous me permettez d'abord de revenir un instant sur ce que vous avez dit quand vous avez dit les deux livres aujourd'hui réédités de Ludovic Massé. Ouais, j'ai oublié, excusez-moi. Avec une petite précision, mais qu'il y a d'abord la réédition du Mas des Ouveilles qui date de 1982 et l'édition du seul inédit de Ludovic Massé, Galdaras, que nous avons réédité en 1982 des aussi. Contes. Mais alors ça, je vais vous ouvrir une petite parenthèse, c'est que je l'ai déjà signalé à l'auditoire. Non, je sais. Mais là, si vous voulez, je faisais davantage référent à cet après-midi. Absolument. Non, c'était un petit salut à l'écrivain en passant et en disant donc qu'aujourd'hui, Ludovic Massé peut être découvert à travers plusieurs livres, dont effectivement les deux dont vous parlez aujourd'hui. Mais alors, il est certain que, en fait, c'est grâce à vous en grande partie, puisque c'est vous qui avez donné le top, comme on dit, à cette machinerie de la réédition. Le top éditorial, voilà. Mais il y a des gens avant qui ont fait, je dirais, un travail de fourmi extraordinaire, et notamment, j'en profite ici pour rendre hommage à Maurice Rollins, travaillant à l'université de Perpignan, qui lui-même d'ailleurs m'a fait connaître Ludovic Massé, que je l'avoue sans grande honte, je ne connaissais pas. Malheureusement pour moi, mais que je ne connaissais pas. Alors j'en viens maintenant à mon article, puisque vous avez la gentillesse de le citer, de le sortir. Effectivement, je parle pour Ludovic Massé d'ordre et de désordre, je dirais aussi de nature et de contre-nature, parce que je pense qu'on a là le signe d'une langue extrêmement puissante qui, s'enracinant d'une façon très profonde dans un terroir, arrive à, je dirais, reconstruire la nature. Ouais. Ludovic Massé est un démiurge. Ludovic Massé, c'est là où il est un créateur, et c'est là où on s'aperçoit que c'est vraiment l'artisan qui atteint à l'universel. Je pense que si Ludovic Massé n'avait pas au départ cet enracinement profond dans sa terre, il ne pourrait pas arriver à cette perversion de la nature. Parce qu'en fait, la nature n'est rien sans l'art. Bon. Et donc, il s'appuie sur cet art à partir de la nature qu'il pervertit par son style et par son talent.
Alors vous évoquiez la dimension universelle et justement dans ce même article vous écrivez que cette dimension universelle dans l'œuvre de Massé prend naissance et sa source au creux d'un ravin notamment et au coin d'une carte d'état-major même, vous ajoutez. Oui, je pense que pour vraiment comprendre, je ne suis pas tellement favorable aux biographies et aux itinéraires sentimentaux. Mais ceci dit, quand on a affaire à quelqu'un qui prend tellement ses racines et les racines de son style dans un terroir, il est bon quelquefois vraiment de revenir aux sources, de voir d'où l'auteur est parti. Non pas pour faire un quelconque retour à je ne sais quel régionalisme ou quel localisme, parce que qui oserait aujourd'hui parler de Ludovic Massé comme d'un auteur régionaliste? Il est tout sauf ça, hein. Mais pour arriver à comprendre comment justement la langue a perverti et a reconstruit la nature. Et quand je parlais du creux du ravin ou de la carte d'état-major, oui, faites la promenade, pour citer par exemple le Mas des Oubeilles, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Terre du Liège. Faites-vous conduire par le père de Ludovic Massé, faites-vous prendre la main, faites-vous mener par dans cette forêt de Liège qui en fait va de Taillette à Reynès, hein, dans ce ravin proche de Céret, là où est vraiment née son œuvre, puisque le premier poste d'instituteur de Ludovic Massé était Taillette, qui devient dans le Mas des Oubeilles Montalbert. Et quand je parlais de carte d'état-major, ça n'est pas par hasard. Quand vous fouillez la carte d'état-major de cet endroit, vous trouvez par exemple un mas qui s'appelle le Chouline. Et le Chouline dans le Mas des Oubeilles, c'est le héros principal du roman. Et c'est là où vous vous apercevez que tout est mélangé, que tout est mêlé dans l'œuvre de Massé. C'est que l'arbre devient homme, c'est que l'homme devient pierre, et c'est que la nature est complètement métamorphosée, complètement recréée. Il y a un mimétisme entre les deux. Et un mimétisme entre les deux. Et ce voyage que vous évoquiez, en fait, vous l'avez, je me réfère toujours à ce même article, réalisé vous-même en rencontrant personnellement donc Ludovic Massé. C'est ça, oui. Et avec Claude Massé, son fils, qui a été mené par son père connaître tous ces ravins, connaître tous ces recoins et toutes ces histoires, parce que Ludovic Massé ne sépare jamais la terre du récit. Hein, à chaque fois qu'il montre, il raconte. Hein. Donc, avec Claude Massé, nous avons fait ces promenades de la même façon que Ludovic, lui, les faisait avec son père. Hein, c'est comme ça que commence la Terre du Liège. C'est ça, avec son père de plus de 40 ans, je crois. De plus de 40 ans, qui le mène à travers ces sentiers. Et puis alors par ailleurs, vous employez une formule qui est, moi je trouve assez amusante. Vous parlez des fils du confort intellectuel ou des prostituées de salon littéraire pour évoquer ces honneurs que Ludovic Massé avait toujours refusés. Oui, Ludovic Massé, ça n'est pas pour rien qu'un de ses derniers romans, et sans doute un de ses plus forts, que j'espère un jour avoir le plaisir et l'honneur de rééditer, s'appelle Le Refus. Oui. Ludovic Massé a passé sa vie à refuser. Il a refusé les honneurs, il a refusé de monter à Paris, d'où l'allusion dont vous parlez dans mon article. Regardez sa correspondance, sur laquelle d'ailleurs Maurice Rollins est en train de travailler et qui sera bientôt éditée. Regardez par exemple les lettres de Martin Dugard, de Poulaille, de Sandrars à Ludovic Massé. Plusieurs de ces lettres, c'est « Mais montez donc à Paris, cher Ludovic Massé. À Paris, vous serez reconnu. À Paris, enfin, on vous découvrira et enfin, on saura que vous êtes le plus grand d'entre nous. » Hein. Et ça, le plus grand d'entre nous, c'est une phrase textuelle de Roger Martin Dugard. Eh bien, à chaque fois, Ludovic Massé dit merde. Hein, parce que je sais parfaitement que si je pars de ma terre, je renie, et qu'à ce moment-là, je n'aurai plus de langue. Hein, au sens tout à fait propre du terme. On me coupera la langue. Bien, alors moi je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un petit parallèle justement par rapport à une conversation que nous avions eue précédemment à propos de notre ouvrage que vous avez édité, Amor l'Espagnol. Et justement, dans le fil de notre conversation, j'avais évoqué à brûle-pourpoint le nom d'Arthur Rimbaud. Alors j'aurais voulu savoir, juste comme ça, pour rigoler, cette forme de refus par exemple, est-ce qu'on peut dire Rimbaud aussi, là, par exemple, hein, dans le feu de la conversation, là, un peu vécu. Oui, sauf que je pense que Arthur Rimbaud, c'est surtout le voyage
c'est surtout le voyage à travers le monde, le voyage à travers les paradis artificiels, à travers la drogue, enfin les paradis artificiels, référence à Baudelaire. Ouais. Ça n'est pas exactement, si vous voulez, c'est une forme de voyage. Ludovic Massé, Non, lui, mais il y a une forme de refus, c'est ça que je voulais dire. il y a une forme de refus, ça c'est évident. Oui. C'est évident. Mais je crois qu'on le retrouve chez beaucoup d'écrivains, effectivement de la taille d'Arthur Rimbaud, et au XXe siècle, chez toute une catégorie, si vous voulez, d'écrivains, surtout d'avant-guerre d'ailleurs, Ouais. dans d'ailleurs je dirais des prises de position très différentes. Pour moi, quelqu'un comme Massé a effectivement refusé, comme d'une certaine façon Monterland l'ont fait, comme quelqu'un comme Louis Guillou par exemple l'a fait. Ouais. Ce sont des gens du refus et par là même, je pense, de la grandeur. Et puis pour conclure, Xavier, on va faire référence à celui qui a composé la préface de cet ouvrage que vous éditez, La Terre du Liège, à savoir Maurice Rollins, qui parle de fidélité enfantée, à la fois pour la légende, la terre et la mémoire. Oui, Maurice Rollins serait beaucoup plus précis, si vous voulez, pour expliquer cette idée-là. Mais simplement, moi, j'ai envie de revenir à ce que nous disions tout à l'heure, en parlant de la réconciliation entre la légende et la terre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un enracinement, mais un enracinement qui est... je dirais qui est perverti par l'œuvre, et c'est à ce moment-là que nous rentrons dans la légende. Hors micro, tout à l'heure, vous me faisiez allusion au terme de geste, et je pense qu'on peut faire un jeu de mots un peu facile, enfin dans les deux sens du terme, le geste et la geste, c'est-à-dire que le geste quotidien, le geste ancestral, le geste du laboureur, si essentiel dans l'œuvre de Massé, est immédiatement transformé en geste, au sens littéraire du terme, si vous voulez, en saga, en bouleversement, et donc là fait naître une œuvre. Bien, alors pour conclure, on rappellera que aux éditions du Chien-Dent, ça va rééditer, je crois, depuis le 5 février. Depuis le 5 février. La Terre du Liège, donc, disponible aujourd'hui. Et puis rappeler que Xavier Dartu et les éditions du Chien-Dent ont déjà à leur actif deux autres ouvrages réédités de Ludovic Massé, qui sont Le Mas des Oubeis et Galdaras qui n'est pas réédité, j'y tiens parce que j'en suis fier et parce que c'est important, mais qui est édité. C'est-à-dire que Galdaras était un inédit de Ludovic Massé, le seul roman suivi de 5 contes qui n'avait jusqu'à présent jamais été édité. Ici commence la terre du Liège, seul peuple immense. Immobile marche au pas des heures, race sans frontières. Les Trabucailles, Singla, Galdaras, Saint-Philiu de Guichols, la Calcine, l'Aspre, le Page Miquel, la Sardane, le Chevrier et la Mort vivent éternellement, sorciers du clair-obscur. Ludovic Massé, Démiurge, nous guide dans ce voyage grandiose au pays des légendes, nous convie à la fête de la terre, nous arrête au mémorial de l'Arbre Roi. Le grand écrivain disparu réconcilie ici la terre et les récits des hommes, le testament et la mémoire, les vivants et les morts, l'enfant et son père. Et puis, voici enfin les deux Catalognes rendues libres, libres des querelles et des partis, libres, ivres de lumière, de chants, de rêves et de combats. La terre du Liège, c'est la découverte d'un pays, la conquête d'une terre, les noces de l'histoire et du conte. La terre du Liège, c'était pour Ludovic Massé, écrivain aujourd'hui redécouvert, l'odyssée d'une province avec des portraits vivants et toute la poésie voulue. Ludovic Massé est mort en 1982 à Perpignan.
Et c'était Providence. Providence qui se consacrait une 4e et dernière fois ce soir à ce grand écrivain, catalan, roussillonné, dans le cadre d'une série de 4 émissions. Avec pour invité ce soir les éditeurs Paulo Tchaikovsky-Laurence et Xavier Dartuy. Et je vous renvoie encore une fois au Vin pur, aux éditions Paul, ainsi qu'à La Terre du Liège, Le Mas des Oubeis, Galdaras et autres contes aux éditions du Chien-Dent, en attendant davantage. Et Philippe avec vous au micro.